Bonjour à tous pour ce Cosmo Club. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet grave, d'un sujet important. Le titre de cette session, c'est l'Union des droits en question à la frontière biélorusse. Vous avez tous vu les images des médias de malheureux pris d'une certaine façon en étau à la frontière biélorusse entre d'un côté des gardes-frontières qui les poussent en direction de l'Union européenne, autant d'ailleurs en Lituanie qu'en Pologne, et de l'autre côté des gens qui se retrouvent en fait bloqués parfois qui doivent se cacher dans la forêt. Et la question se pose de savoir que faire de ces personnes. Est-on que faire pour venir évidemment à leur soutien, et surtout la question des droits qui sont les leurs. Et c'est pour cela que une inquiétude grandit, et je suis ravi de vous avoir ici avec moi aujourd'hui pour en parler. Dorota Dąbrowska, vous êtes professeure de sciences politiques à Sciences Po Aix, vous êtes spécialiste de la Pologne et de l'Union européenne. Et vous avez récemment, avec beaucoup de vos collègues, signé une tribune sur laquelle vous allez revenir, qui alerte sur cette situation extrêmement préoccupante et sur la question des droits, dont vous nous en direz plus tout à l'heure. Felipe Marques, vous êtes juge portugais, vous êtes le président du MEDEL, magistrat européen pour la démocratie et les libertés. Donc c'est une association qui promeut les droits fondamentaux et l'état de droit et qui regroupe 23 associations de magistrats. Chez ces 18 000 magistrats qui font partie de votre association, vous avez eu l'occasion dans le passé d'intervenir sur Cosmocène. Bonjour Philippe et merci d'être avec nous. Et enfin, Emilio De Capitani, qui est ancien secrétaire de la commission Libé du Parlement européen. Alors, on est absolument ravis de compter sur votre présence aujourd'hui parmi vous, puisque précisément la commission Libé, qui est donc, je le rappelle, est la commission au Parlement européen qui est en charge des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, s'est réunie hier. Donc ça, c'est le dernier élément sur ce dossier, puisque les parlementaires discutaient donc de cette situation qui, évidemment, interpelle énormément au niveau politique en Europe. Donc voilà, nous allons commencer cela. Dorota, je vais vous céder la parole pour qu'on prenne avec vous la situation telle qu'elle est aujourd'hui à la frontière et ce que vous avez voulu, avec vos co-signataires, dire au travers de la tribune que vous avez publiée. Dorota, à vous la parole. Bonsoir et merci pour votre invitation. Pour commencer, cette frontière polono-biélorusse, comme la plupart des frontières d'ailleurs, n'est pas étanche. C'est depuis le mois de mai 2020 que quelques milliers de personnes en provenance du Moyen-Orient l'avaient franchie pour se rendre principalement en Allemagne, où un nombre d'entre elles avaient déjà de la famille. Et aussi, la question migratoire, il faut savoir, on le sait qu'elle est régulièrement instrumentalisée par beaucoup de gouvernements, mais le gouvernement polonais a fait de la stigmatisation de personnes migrantes un de ses marqueurs politiques et un puissant carburant électoral. Alors, pour revenir aux origines de la situation actuelle, au mois d'août 2020, lorsque quelques dizaines de ressortissants afghans surtout se sont retrouvés coincés sur le no man's land entre la Pologne et la Biélorussie, les autorités polonaises avaient déjà à l'époque refusé d'examiner leur demande d'asile et même de leur fournir de l'eau et de la nourriture. La situation s'est tendue ensuite, puisque le 2 septembre 2020, le gouvernement polonais a proclamé l'état d'urgence dans toute la région frontalière et il a instauré une sorte de zone interdite de 3 km de large à laquelle ni médecins, ni journalistes, ni ONG n'ont accès. Et donc c'est là que les personnes exilées qui ont été attirées par le dictateur biélorusse se trouvent piégées, en fait prises dans un piège mortel, puisqu'elles sont forcées par les gardes biélorusses de franchir les barbelés et se retrouvent dans cette forêt glaciale entre des marécages. Elles finissent d'ailleurs le plus souvent par être refoulées par les gardes frontières polonais. Alors, certaines de ces personnes, d'ailleurs, on le sait, des hommes, des femmes, des mineurs, meurent d'hypothermie, de soif, de manque de soins. Alors, ce nombre de morts aurait pu être encore plus important sans la mobilisation des habitants des villages des alentours et des ONG comme la fédération Grupa Granica qui essayent de fournir une aide humanitaire que le gouvernement refuse. Et pour empêcher l'expulsion immédiate des personnes en danger, il faut souvent en fait la mobilisation de dizaines de personnes, la présence de journalistes pour filmer, pour témoigner qu'elles demandent la protection internationale, la mobilisation de juristes qui interpellent la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Alors aujourd'hui, on parle un peu moins de cette frontière, car un certain nombre de personnes sont certes reparties en Irak à la suite de l'action diplomatique, mais d'autres sont restées et elles tentent aujourd'hui encore, en janvier 2022, de franchir cette frontière pour entrer dans l'Union européenne. Et elles réussissent à le faire.
Donc la semaine dernière, par exemple, ces drames se déroulent toujours à la frontière. La semaine dernière, il y a eu des obsèques d'une mère de famille irakienne qui laisse 5 enfants à son mari, morte suite à son expulsion vers la Biélorussie lorsqu'elle est revenue en Pologne. Pareil, un adolescent syrien souffrant d'épilepsie a été expulsé de la Pologne vers la Biélorussie quelques jours plus tôt, en violation donc des conventions internationales. Parce que justement, tous ces refoulements sont interdits, comme vous l'avez rappelé, par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, par la Convention européenne des droits de l'homme, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et donc, on a identifié ainsi un premier problème, la réponse militaire martiale qui aboutit à un traitement de fait inhumain de ces personnes exilées. On a ensuite un deuxième problème qui est spécifique à la Pologne et pas forcément à la Lituanie et à la Biélorussie, c'est le refus du gouvernement polonais de coopérer avec des agences européennes ou internationales. Donc le gouvernement polonais refuse de coopérer avec Frontex, chargé de surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne, avec le Bureau européen d'appui en matière d'asile et avec même l'agence en fait, des Nations Unies pour les personnes réfugiées. Et enfin, troisième problème, et peut-être plus grave encore, c'est que la Commission européenne semble cautionner cette approche illégale du gouvernement polonais, puisqu'elle a proposé le 1er décembre dernier d'adopter en fait des mesures d'urgence avec des procédures accélérées qui facilitent les refoulements et qui rendent plus difficile encore, voire caduque, la possibilité de demander l'asile. Alors, c'est justement ce triple constat qui est à l'origine de la tribune signée par aujourd'hui plus de 200 chercheurs de 20 pays, dont un grand nombre de juristes et des spécialistes des migrations et de l'Union européenne. Alors, ce texte explique qu'accepter en fait des atteintes aux droits communautaires au nom d'une situation prétendument exceptionnelle constitue une menace pour tous les citoyens européens. Cautionner des mesures illégales ouvre en fait la possibilité d'instaurer des zones de non-droit sur le territoire de l'Union européenne. Or, l'Union européenne est fondée sur le droit et sur la défense des droits fondamentaux. Et donc, conscient que ce qui se joue aujourd'hui à la frontière polono-biélorusse concerne toute l'union de droit et en fait toutes les frontières aussi, nous demandons au Conseil de l'Union, au Parlement européen, mais aussi à la Commission, de renoncer à cette idée dangereuse de déroger au traité de protection des droits humains. Parce que nous savons qu'en démocratie, le droit protège contre l'arbitraire. Donc voilà ce que j'ai à dire sur cette tribune. Merci beaucoup, très intéressant. Nous reviendrons de toute façon sur votre propos auparavant. Je voudrais juste ajouter que pour que tout le monde comprenne, je crois que les personnes dont on parle à la frontière viennent pour l'essentiel d'Irak, de Syrie, du Yémen. Et j'ajouterai un élément aussi par rapport à l'intervention des ONG. Je crois que c'est le Médecins sans frontières qui récemment a décidé, dans un grand éclat d'ailleurs, de quitter la zone pour montrer justement combien ils étaient dans l'incapacité de venir en fait au soutien des personnes qui étaient en situation de détresse à la frontière. Merci. Philippe, à vous la parole sur cette question pour 5 minutes. Merci, merci pour l'invitation aussi. Je veux saluer les collègues de discussion cet après-midi. Alors, l'essentiel a été déjà dit par Dorota. Ce que je dois dire tout d'abord, c'est que MEDEL soutient entièrement cette initiative. Le problème des migrants, et ce n'est pas seulement dans le cas de la frontière polonaise et biélorusse que MEDEL a déjà parlé de ce problème des migrants il y a plusieurs années, malheureusement, parce que ça veut dire que c'est un problème très ancien déjà. C'est une de nos préoccupations, spécialement en ce qui concerne la situation dans la Méditerranée. On a déjà eu l'opportunité d'adresser la question des migrants qui essaient de traverser la Méditerranée. On a soutenu les ONG qui travaillent dans la Méditerranée, spécialement Open Arms, c'est une ONG d'Espagne. Elle a eu beaucoup de problèmes, comme les autres, quand les Italiens ont fermé les ports pour les ONG qui étaient en activité là. Et ce qu'on voit ici, c'est que ce problème de la Biélorussie
et le même problème des autres, que les autres pays avaient déjà, spécialement les pays du sud d'Europe, l'Espagne, la Grèce et l'Italie, avec les migrants qui venaient du nord d'Afrique. Le problème ici, c'est que dans cette situation spécifiquement, on est au carrefour de la politique et des droits fondamentaux, parce que c'est évident que les autorités biélorusses, ils font manifestement du chantage et exploitent les migrants. Et cela a fait que la réaction des autorités européennes a été une réaction plus politique que de droit. Ça veut dire ils ont essayé de répondre à ce chantage des autorités biélorusses avec une réponse politique. Le problème, c'est que les droits fondamentaux sont le minimum commun sur lequel nous fondons notre coexistence commune, quelles que soient nos différences politiques. Et si l'on remet en question ce minimum commun, c'est la démocratie elle-même que l'on remet en question. Et les démocraties, elles répondent aux menaces et au chantage politique avec la symétrie. Alors, l'Union européenne ne peut répondre au non-respect des droits fondamentaux et à l'exploitation des migrants que par l'affirmation des droits. Et ce n'est ainsi que l'Union européenne respecte ses principes fondateurs et ses valeurs fondamentales. Et c'est ça que Medel a toujours dit, et c'est ça que Medel dit dans ce cas spécifique, et c'est pour ça que Medel soutient cette initiative. Parce que c'est vrai que l'enjeu politique est très dangereux et très compliqué, mais si on remet en cause les droits fondamentaux qui sont à la base de notre coexistence commune, c'est la démocratie elle-même qu'on remet en question. Et c'est pour ça que Medel dit, on ne peut pas répondre dans la même monnaie à ceux qui exploitent les migrants. Dans cette semaine, on a vu disparaître David Sassoli, le président du Parlement européen, et on a évoqué, Medel a évoqué son discours à la conférence que Medel a organisée en mars 2019 à Rome, qui était exactement sur l'immigration. Et il disait à l'époque, pour faire face à ce problème, on a besoin de plus d'Europe, mais on a besoin d'une Europe qui n'existe pas encore, disait-il. Vous pouvez voir son discours, on l'a mis dans le website de Medel, à medelnet.eu, seulement en italien, on l'a mis là, mais il disait que on a besoin de plus d'Europe, mais on a besoin que les gouvernements des États membres, on a besoin qu'ils ont le courage de faire les réformes au droit de l'immigration au sein de l'Union européenne pour que l'Union européenne ait un vrai système européen d'immigration. Et cette initiative, elle pointe dans ce sens, dans le sens que ce qu'on dit, c'est l'intervention de l'Union européenne. Elle a été les autorités européennes ont choisi de faire cette option d'intervention parce qu'il n'y a pas vraiment un cadre européen pour l'immigration. Peut-être si on avait ce cadre que David Sassoli parlait et exigeait il y a 3 ans, peut-être la réponse de l'Union européenne serait différente. Et ce qu'on dit et ce que Medel dit il y a plusieurs années, c'est les divergences politiques sont normales dans la démocratie, mais elles ne peuvent pas toucher la base et le minimum commun qu'on a besoin pour coexister, quelles que soient nos différences. C'est le respect des droits fondamentaux. Et si on lit la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle disait dès le début qu'il y a un devoir de solidarité envers toutes les communautés humaines. Et donc, si l'Union européenne veut respecter ce mandat qu'elle a décidé d'inscrire dans la Charte des droits fondamentaux, on ne peut avoir une autre solution que celle qui est proposée dans cette initiative. Et donc, je dois remercier aux organisateurs et aux promoteurs de cette initiative parce que c'est exactement ce qu'on a besoin à ce moment-là. Et Medel est tout à fait disponible pour collaborer avec cette initiative.
Merci Philippe. Alors, on a compris effectivement que vous auriez signé la tribune qui a été signée par Dorota et les autres co-signataires. Le fait est que la situation est extrêmement compliquée, donc on comprend que vous êtes très attentif, à juste titre, à la question des droits qui fondent notre union. Donc, vous avez l'un comme l'autre fait référence en fait au texte fondateur auquel on doit s'en remettre quand il est question de la question des droits précis d'ailleurs de ceux qui viennent migrants en demande d'asile. Donc, c'est à la fois les conventions, Convention de Genève, et la Convention des droits de l'homme et la charte donc, des droits fondamentaux que vous venez d'évoquer à l'instant. D'un autre côté, il y a aussi un contexte, incontestablement géopolitique, tout à fait particulier, et aussi un contexte politique européen qui est ce qu'il est. Donc, réussir évidemment à trouver le moyen de tout mettre en musique d'une toute façon est délicat. Et je vais me tourner donc vers Emilio de Capitani, ancien secrétaire de la commission Libé, donc du Parlement européen. Et précisément, cette commission qui est en charge de la question relative aux libertés civiles, à la justice, aux affaires intérieures, s'est réunie hier et les parlementaires européens se préoccupent de cette affaire et sont ceux qui doivent aussi, parmi d'autres acteurs dans cette architecture décisionnelle européenne, trouver une solution à ce problème. Alors, Emilio, on est ravis de vous entendre et d'en apprendre plus sur ce qui s'est discuté hier dans le cadre de la commission Libé. Merci pour l'invitation, Tremor. Donc, permettez-moi de faire quelques petites introductions. Tout d'abord, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen est co-décideur dans les domaines de la migration, de l'asile et de la protection des frontières. Co-décideur, ça veut dire qu'il est responsable de ce qui est fait et de ce qui n'est pas fait. Dans d'autres termes, s'il y a des violations des droits, et avec le traité de Lisbonne, les droits fondamentaux, comme rappelait Dorota, sont le fondement de l'Union européenne. Et en théorie, selon la Charte des droits fondamentaux, l'Union européenne devrait centrer ses politiques sur les droits des personnes, mettre l'individu au centre de ces politiques. Tandis qu'en effet, les politiques qu'on a développées au fil des années étaient surtout des politiques qui servaient plutôt à répondre à des besoins tout à fait nécessaires, utiles, mais des administrations, pas des destinataires des interventions de ces choses. Bon, si le Parlement européen est responsable, il a essayé et il essaye toujours de faire avancer, par exemple, la création d'un système commun d'asile qui est actuellement bloqué parce que les États membres, mais je devrais dire les ministres de l'Intérieur, ne veulent pas remettre en cause l'ancien principe de la Convention de Dublin qui confie la responsabilité à l'État de première entrée, une solution qui pouvait avoir un sens dans les années 90, mais qui en fait est en violation du principe de solidarité qui est désormais prévu dans ce cadre spécifique par le traité à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union. Donc, a essayé d'avancer avec le droit d'asile, mais malheureusement, il s'est vu emboîter le pas par la Commission. Et là, je ne veux pas trop mal parler d'une institution européenne qui d'ailleurs un peu pour moi comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, dans la mesure où on a créé deux directions générales et deux commissaires responsables, un pour la sécurité et l'autre pour la justice, dont le premier est celui qui a une prairie devant soi et l'autre, en fait, est dans une position tout à fait secondaire. Moralité, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Commission est très souvent dans une position que le Parlement européen a souvent critiquée. Je rappelle que lors de la dernière législature, on avait accusé la Commission d'avoir, avec son paquet de l'époque, urbanisé les politiques de l'Union. Et donc, dans ce cadre, il y a quand même une tension constante entre Parlement européen et Commission, ou mieux, les commissaires responsables de la politique d'asile, parce que la politique migratoire n'a pas bougé, et, tandis que la politique de protection des frontières est celle qui a occupé tout le terrain. Moralité, la chose s'est répétée aujourd'hui dans le cadre de cette crise, là où la Commission, qui, je rappelle, n'est pas responsable devant la Cour de justice pour les propositions qu'elle fait,
parce que celui qui pourrait être responsable pour une violation du droit est l'autorité qui adopte l'acte, donc le Parlement européen et le Conseil, ou le Conseil tout seul. Et donc la Commission a choisi une piste assez dangereuse qui est prévue dans le traité. C'est l'article 78, au mieux 78, paragraphe 3 du traité, qui permet dans des situations d'urgence et d'émergence, comme vient à penser le cas d'un tremblement de terre, une crise, une attaque terroriste, le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de suspendre ou modifier par une période temporaire certains droits prévus par le droit secondaire de l'Union. Évidemment, pas les droits prévus par le droit primaire et par la Charte. Or, la Commission a choisi cet outil en toute vitesse pour, d'une certaine façon, émarginer, à mon avis, le Parlement européen, qui a réagi déjà en décembre en plénière en considérant que cette mesure, ce choix de l'instrument n'était pas un choix approprié, parce que d'ailleurs, elle excluait le Parlement de l'adoption de la mesure. Et deuxièmement, modifier, même si temporairement, des mesures législatives que le Parlement avait eu de grandes difficultés à faire approuver par le Conseil. Les mêmes critiques sont émergées hier lors du débat au sein de la commission parlementaire qui doit examiner ce texte. Évidemment, seulement la droite et, d'une façon un peu ambiguë, le Parti populaire ont considéré qu'il faudrait mieux évaluer la situation sur le terrain. Et la situation sur le terrain est assez tragique, comme Dorota le rappelait, et comme l'ont rappelé d'ailleurs le commissariat des Nations Unies sur les réfugiés, en répétant qu'encore aujourd'hui, il ne peut pas accéder aux zones des frontières autant que les ONG qui voudraient soutenir les personnes là-bas. D'ailleurs, hier, on a aussi remarqué du côté du Parlement européen, mais aussi de la commissaire Jansson, que les États en question ont adopté une législation qui, de fait, viole les droits qu'ils ont souscrits et qui légitime les pushbacks, ou mieux les expulsions, chose qui est, disons, qui est contre la Charte des droits fondamentaux. Donc, en moralité, ce que le Parlement européen se trouve maintenant en face, c'est comment essayer d'affronter le vrai problème, que est le problème de la protection des migrants, et pas de réduire leurs droits, et en même temps venir à l'encontre des États membres qui, dans ce cas, sont la Lituanie et la Lettonie, et la Pologne, qui d'ailleurs a dit qu'il ne veut pas du tout de l'aide européenne, non seulement des agences, et sur ça je pourrais même les comprendre en connaissant Frontex, mais elle ne veut pas parce qu'elle ne veut pas du droit d'asile. Et c'est le Premier ministre qui l'a dit. Donc le discours est totalement inexistant à ce moment-là. Or, le Parlement doit quand même prendre en charge la nécessité de protéger ces personnes. À mon avis, ce qui va se passer, c'est que le Parlement européen va essayer de bloquer cette initiative. D'ailleurs, le fait qu'il n'a pas encore nommé de rapporteur, c'est une preuve évidente qu'il n'a pas envie de courir. Et d'ailleurs, cette émergence apparaît de plus en plus fictive parce que toujours hier, la commissaire responsable pour les affaires intérieures a dit que les dispositions exceptionnelles qui étaient prévues pour 6 mois pourraient être réduites dans le temps. Donc, de plus qu'on attend, en plus on découvre qu'en fait, ils ont pris une mauvaise direction. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il faut savoir que sur la table du Parlement, il y a aussi une proposition législative qui vise exactement à résoudre les cas d'afflux massif de personnes, de demandeurs d'asile, qui pourraient mettre en crise les systèmes nationaux d'examen des demandes d'asile. C'est une vieille question, malheureusement, parce qu'on l'avait affronté déjà à la fin des années 80, lorsqu'il y avait eu la crise au Kosovo, et
Et l'Europe avait vu arriver un demi-million de Kosovars et le système d'examen d'asile ne pouvait pas y faire face. Et déjà à l'époque, c'était une directive de 2001-55, il était prévu que sur demande des États membres, la Commission aurait préparé des mesures qui prévoyaient la protection temporaire de ces personnes. Pas du tout diluer leurs droits, mais au contraire, lui donner une protection d'au moins deux ans au cours desquels leur demande d'asile aurait pu être examinée. Donc, même par l'État le plus petit et le moins organisé. Or, cette directive est toujours en vigueur, chose qui, évidemment, a un peu été oubliée un peu par tous les interlocuteurs, parce que, en effet, les trois États ont demandé de l'aide. Donc, à mon avis, il aurait fallu activer la directive de 2001, qui déjà prévoit toute la mécanique. Mais évidemment, la Commission n'a aucun intérêt à le faire parce que tout ça aurait donné plus de droits à ces personnes et peut-être cela aurait gêné les Polonais plutôt que les Lituaniens ou les Lettons. Or, cette directive va être remplacée par une proposition d'intervention en matière de crise qui est actuellement sur la table du Parlement européen et qui doit être négociée et votée en codécision. Cela est très important parce que cela donne toute la responsabilité au Conseil et au Parlement. Ce qui m'amène à dire que la solution, à mon avis, je ferai encore moyen d'avertir un peu mes anciens collègues et députés, que la chose la plus logique serait de contacter la présidence du Conseil, que dans ces mois, c'est la présidence française, et négocier avec elle une piste pour sortir de cette question, mais aussi en même temps définir un cadre qui pourrait être activé lorsque, et malheureusement ça pourrait être le cas, un tel événement se reproduit. Je dis malheureusement parce qu'il y a seulement quelques mois, il y a eu le même type d'intervention, appelons-la d'attaque hybride, par le Maroc qui a voulu gêner l'Espagne avec l'envoi de quelques milliers de demandeurs d'asile sur le territoire espagnol. La même chose était même évidemment menacée par M. Erdogan pour mettre l'Union européenne sous pression, et à l'époque c'était même Gheddafi qui avait menacé la même chose envers l'Italie. Donc malheureusement, on considère de l'extérieur de l'Union européenne que son talon d'Achille est exactement le fait qu'elle ne peut pas renvoyer les migrants. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a un acte international qui est la Convention de Palerme de l'année 2000, et ces deux protocoles sur le trafic des êtres humains et sur les migrant smuggling qui prévoit qu'on puisse combattre les passeurs, les trafiquants, mais jamais les personnes donc, on ne peut pas, à la limite, on pourrait le considérer une violation administrative, mais jamais on pourrait les considérer comme partie eux-mêmes d'une attaque hybride. Le Premier ministre polonais a parlé de l'utilisation cynique de la part du dictateur Loukachenko de ces personnes comme des human shields. Mais si cela est vrai, pourquoi tuer les shields? Il faut plutôt continuer avec les initiatives de sanctions économiques et d'autres types, mais qui n'ont rien à faire avec le droit d'asile, ont à faire avec la politique de défense et de, disons, sanctions même économiques face à un pays tiers. Je ne veux pas alléger la chose, mais je viens de voir un document de la délégation polonaise qui commence à contester le fait qu'avec les sanctions contre la Biélorusse, son commerce de poires et pommes a trouvé des grosses difficultés. Bon, peut-être les personnes sont un peu plus importantes que les poires et les pommes. Merci, Emilio. Merci pour cet exposé. On comprend bien combien la situation est complexe, puisqu'il y a d'un côté, et je vais vous céder la parole, Dorota, la question de l'urgence, de venir au soutien avec des personnes qui sont actuellement dans des situations extrêmement préoccupantes, et puis donc
la question politique beaucoup plus large qu'on essaye de régler en fait au travers de cette crise et qui s'appliquerait à l'avenir pour d'autres crises, puisqu'on sait effectivement, c'est ce concept de weaponization, on dit en anglais, qui est absolument terrible, hein, de voir combien en fait des individus, des migrants, sont en fait donc deviennent des armes en fait au soutien de certains États pour faire pression, pour obtenir des gains politiques ou autres auprès justement des États sur lesquels ils font pression. Donc Dorota, voulez-vous réagir aux propos d'Emilio et sur l'attitude notamment, enfin le débat tel qu'il s'est développé au Parlement? Écoutez, c'était un débat pour moi très intéressant. Je vois effectivement qu'il y a beaucoup d'incohérences dans cette position de la Commission européenne telle qu'elle est présentée par le commissaire Srinas, dans la mesure où voilà, il dit que c'est une situation absolument voilà, urgente, exceptionnelle, mais on lui démontre par A plus B que ce n'est pas urgent et que, enfin, là, en tout, c'était quelques milliers de personnes. Quelques milliers de personnes, c'est le nombre de personnes migrantes qui arrivaient en une journée à Ceuta et Melilla. Et on n'a pas pour autant, en fait, proclamé un état d'urgence. Donc, on voit qu'en fait, c'était un nombre assez faible. Et donc, on se demande, voilà, un peu pourquoi toute cette hystérie. Alors, bien sûr, il y a le contexte géopolitique que nous connaissons. Il y a la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine derrière, mais on en a déjà beaucoup parlé en France. Et c'est pour ça que nous, on voulait parler de ce qui se passe à l'intérieur de l'Union européenne. Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'était l'intervention de Catherine Woolard, qui représente voilà, un conseil de défense des personnes réfugiées, exilées, qui a mis en fait le doigt sur le fait que ces personnes, ces mesures qui sont présentées comme devant être temporaires par le commissaire, qu'il y a aussi des chances qu'elles deviennent des mesures régulières en fait, qu'elles s'institutionnalisent. Et c'est ça, je pense, qui est aussi un risque. Mais je vais peut-être laisser aussi Philippe répondre. Si je peux me rattacher à ce que Dorota vient de dire. En effet, justement, le commissariat des réfugiés considère très dangereux que ce principe qui serait présenté comme une solution d'urgence puisse devenir la règle parce qu'il est prévu dans une autre mesure qui est celle sur la réorganisation du système Schengen, où en effet on définirait cette nouvelle menace possible de l'Union européenne comme instrumentalisation des personnes. Je signale à ce propos que ce thème a déjà été traité aussi au sein du Conseil. Son groupe de travail asile en a parlé la semaine dernière et c'est assez paradoxal, mais les États membres eux-mêmes disaient mais qu'est-ce que ça veut dire instrumentalisation? Donc il y a eu une lettre envoyée aux représentants permanents en demandant de répondre pour le 20 de ce mois sur ce qu'ils considèrent devrait être considéré comme instrumentalisation. Donc, encore une fois, on se trouve face à une initiative de la Commission qui, faisant semblant de se cacher derrière une demande du Conseil européen, et on sait très bien que les conclusions du Conseil européen sont préparées par la Commission elle-même, faisant semblant de répondre à ces demandes, mais en n'ayant pas répondu lorsque le Conseil européen demandait d'aider l'Italie, la France, la Grèce et l'Espagne ou Chypre. Donc, faisant semblant de se cacher derrière les États, essaye sa propre stratégie de maîtriser ce type de situation. Je dois vous dire, et je vais m'arrêter, que j'ai vu cette évolution assez dangereuse de la Commission à partir de 2001, lorsqu'après le 11 septembre et après la création au sein des États-Unis de l'Homeland Security Department, très clairement, la Commission européenne a vu une chance possible de devenir l'Homeland Security Department européen. Et dans ce contexte, elle essaye de plus en plus d'établir une liaison étroite avec les ministres de la Sécurité, les ministres de l'Intérieur. Mais c'est toute la dimension judiciaire qui manque dans cette approche. Toute la politique et même la législation que l'Union européenne a adoptée ces dernières 10 années est une politique de sanctions pénales. Politique qui a été présentée par les ministres de l'Intérieur, pas par les ministres de la Justice. Donc moi, je vois un gros danger
d'une sécurisation de la politique européenne sans l'équilibre et le support qui interviennent d'ailleurs au cas par cas par la Cour de justice quand, par exemple, elle a annulé l'accord Safe Harbor avec l'arrêt Schrems 1, le Privacy Act avec le Schrems 2 et bientôt, j'espère, avec l'examen de la directive sur les données des passagers. C'est-à-dire cette idée que la sécurité prime surtout et que donc la prévention des crimes soit plus importante que la protection des droits. Merci, Emilio. Je pense que ça va faire une excellente transition avec Philippe, qui nous avait expliqué par le passé sans quoi, du fait aussi d'une situation politique qui est tendue entre des États qui ont des points de vue évidemment très opposés parfois, ce qui aussi ne simplifie pas les choses, y compris pour la Commission, Emilio. Très souvent, on a recours en fait à la Cour de justice en tant qu'arbitre suprême qui est celle qui en fait va permettre les avancées que la négociation politique en fait ne permet pas d'atteindre du fait de ses oppositions. Est-ce que cela résonne avec ce que vient de dire Emilio? Philippe, la parole est à vous. On a ici un problème, c'est le fait que la Biélorussie n'est pas un membre du Conseil d'Europe. Je vais un peu plus au-delà de l'Union européenne. Et on a la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui est beaucoup plus interventive. Et on comprend pourquoi dans ce camp de l'immigration. Mais le problème avec la Biélorussie, c'est celui-là. Mais on a les problèmes avec la Pologne et la Commission européenne. Cette réaction dans ce cas spécifique de la Pologne et de la Biélorussie, on doit le voir aussi dans le contexte de tous ces, je dirais, des 2-3 dernières années avec les problèmes entre la Commission européenne et la Pologne. Et de ces problèmes, je ne peux pas parler parce que c'est c'est la justice et le judiciaire et Medel s'est engagé dans ce combat-là. Et je crois sincèrement que la Commission européenne n'a pas voulu ouvrir un nouveau front de combat avec la Pologne dans ce domaine de l'immigration. Mais ici, on retourne à ce que j'avais dit au début. C'est utiliser le drame individuel des migrants qui sont à la frontière pour des raisons politiques. Et ça, c'est quelque chose que on n'est pas naïf, on connaît tous les problèmes politiques, mais c'est exactement ce que cette initiative dit, cette tribune dit. On ne peut pas jouer avec les droits individuels des gens qui sont là et qui sont dans une situation dramatique pour des raisons politiques. Et je dois dire que je ne connais pas évidemment si à fond la réalité institutionnelle européenne comme Emilio De Capitani, mais je crois, je dois dire que ce qu'il nous a dit, c'est tout à fait l'idée qu'on a quand on a des contacts avec la Commission européenne. La tonique sur la sécurité et pas sur les droits des migrants. Et un enjeu politique très dangereux parce que on l'a vu avant le problème polonais, on l'a eu déjà avec la Turquie. Le président de l'association de juges qui est membre de Medel est en prison depuis 5 années après le coup d'État. Et chaque fois qu'on essaie de parler avec la Commission européenne sur la Turquie, c'est toujours le problème de l'immigration on commence à parler sur la justice et on termine 10 minutes après en parlant sur l'immigration et sur le problème politique et diplomatique très difficile de l'immigration et de la Turquie et de tous les migrants qui traversent la Turquie pour arriver en Europe. Et c'est pour ça que je dois insister. On peut parler de politique, mais nous, comme juge et procureur en Medel, on essaie de mettre la discussion toujours sur les droits des gens qui sont là, des personnes qui sont à la frontière. Et on peut comprendre tous les arguments politiques et tous les arguments peuvent être les plus valables possibles, mais c'est un problème
des individus. C'est les hommes, les femmes, les enfants qui sont à la frontière, qui sont dans une situation vraiment dramatique. Et c'est seulement, ce n'est pas seulement en Pologne, je dois dire encore, parce que maintenant on parle beaucoup de la Pologne, mais peut-être on ne se souvient pas à la Méditerranée, ça continue aussi, hein. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas dans les télévisions ou dans les journaux que le problème n'existe pas. Le problème continue à exister. Et les NGO qui sont là sont oubliés maintenant. On a parlé beaucoup quand Salvini a fermé les ports italiens, mais maintenant le problème existe encore. Et c'est ça, c'est difficile. Comme je disais, c'est le carrefour politique trois fondamentaux, mais il y a un choix. Et c'est ce choix qu'on doit dire à la Commission européenne. Parfois, même les décisions politiques, elles impliquent des choix très clairs. Et c'est ce choix qu'on doit demander que les autorités européennes fassent. Merci Philippe. Merci à tous pour vos éclairages. On comprend que la situation est compliquée, incontestablement. J'aimerais céder la parole peut-être pour un dernier mot à Dorota ou à Emilio pour comprendre vers quoi nos regards doivent-ils se tourner aujourd'hui, d'où va venir la prochaine disposition qui pourrait faire avancer, le cas échéant, le dossier. Donc du Parlement plutôt, de la Commission, du Conseil. On a bien compris que dans l'architecture institutionnelle européenne, chacun joue sa partie avec évidemment plus ou moins d'aisance. Emilio, on a compris qu'il se passait des choses au niveau des parlements. Quid du Conseil? Quel est, selon vous, d'où va venir la solution, selon vous? Dorota, tu veux Pour la intervenir? question du droit, je te laisse la parole, Emilio, peut-être. En fait, moi, je voudrais attirer votre attention qu'on ne peut pas changer de musique si on ne change pas ce qui doit sonner la musique. Et évidemment, la raison pour laquelle nous n'avons pas de politique migratoire, c'est que ce ne seront jamais les ministres de l'Intérieur à faire une politique migratoire. La mobilité humaine n'est pas une question de sécurité, une question de gestion des ressources. Donc, il faudrait qu'au niveau de l'Union européenne, comme on faisait avant le traité d'Amsterdam et le traité de Lisbonne, il y ait des conseils qu'on appelait jumbo. Il y avait les ministres des Affaires sociales avec les ministres de l'Intérieur et avec les ministres des Affaires étrangères, parce que c'est la gestion de la mobilité humaine. Et si on ne gère pas la physiologie du système, on va se concentrer seulement sur les cas de pathologie, qui d'ailleurs n'est pas une vraie pathologie. On a inventé des ennemis imaginaires à partir de 2010, quand l'Union européenne a voté sa première stratégie de sécurité intérieure. Et parmi les 5 menaces qui étaient prévues, il y avait l'immigration irrégulière. Et on se disait, mais ça sera la mafia, ça sera les trafiquants d'argent, pas les migrants qui cherchent une vie meilleure. Pourtant, ce concept est resté. Et à mon avis, le Parlement européen devrait remettre tout en cause. Merci. On va terminer sur cette parole. Donc, les conseils jumbo, qui seraient des conseils qui feraient venir des ministres de compétences variées de telle façon qu'ils puissent apprendre la question de la migration autrement que simplement par le biais en fait sécuritaire. Une recommandation très intéressante. Je pense qu'il serait intéressant de se retrouver dans quelques mois pour faire le point sur la situation. Et je vous remercie encore pour tous vos éclairages. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.